Salut les poolers et bienvenue au marché des acheteurs et des vendeurs de la semaine, épisode 15 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, la star des bandes dessinées, Guigui et le secret des acheteurs, Guigui au pays des vendeurs et Guigui et le marché noir du pool, Guillaume Ciné-Cadeau Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ça va bien. T'as bien fini là, cette thématique avec tes Tintins. Avant ça, je me serais fait la petite couette là, à la Tintin. Je serais teint en roux pour toi. Non, ça va bien. J'adore ce nouvel épisode qu'on a commencé il y a 2 semaines à peu près. Fait que oui, on a des bons joueurs cette semaine. Un joueur du Canadien d'ailleurs I see that you're a Montreal Canadiens fan. qui va être intriguant. Je pense qu'on fait un joueur du Canadien à peu près à chaque semaine ces temps-ci par obligation de pool en fait, parce qu'ils sont une drôle d'équipe à analyser quand même le CH cette année. Hey, ils ont des joueurs qui sont quand même, qui valent la peine quand même de discuter, surtout Enfin. pour vos pools de hockey. Enfin, le Canadien est redevenu relevant pour les pools de hockey. Tu l'as dit, aujourd'hui, on va vous conseiller 4 joueurs à aller acheter et 4 joueurs à vendre pour des échanges dans vos pools. En gros, comment devenir le Kent Hughes de vos pools de hockey. Et si jamais vous voulez nous demander votre avis sur des échanges que vous voulez faire, eh bien, allez vous abonner à nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. Écrivez-nous en commentaire, écrivez-nous en DM, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre puis de vous aiguiller sur vos échanges. On est à 62 abonnés sur Instagram, 46 sur YouTube, 70 sur TikTok. On a connu une belle semaine la semaine dernière. On espère viser le 100 d'ici la fin de l'année. C'est ambitieux, mais si vous voulez nous aider, ça nous ferait grand plaisir. Et pour commencer, le marché des acheteurs, on commence avec un joueur dont le surnom est un de mes préférés. C'est Dan Darth Vader, le gardien de but des Flyers de Philadelphie. Guillaume, de ton côté, pourquoi Vladar, même si je te demande pourquoi, mais ses statistiques, franchement, sont très impressionnantes pour un gardien de but qu'on n'attendait pas, en fait, chez les Flyers. On pensait que Simon Ersson allait bien performer, puis finalement, c'est Dan Darth Vader qui a pris sa place. Ouais, ben en fait, Ersson n'a jamais été vraiment un gardien de but numéro 1 bien défini. Carter Hart a quitté pour les raisons qu'on connaît. Ersson s'est ramassé dans cette situation-là et il a quand même traîné l'équipe sur ses épaules pour ce que ça a pu donner. Vladar était le second violon à Calgary. C'est un gardien de but qui a 28 ans. Fait que c'est pas un jeune gardien, mais c'est quand même un gardien qui roule sa bosse depuis quasiment 6-7 saisons. Because he's old. Very, very old. Il a déjà joué 120 matchs dans la Ligue nationale. J'ai l'impression que c'est une recrue quasiment, Vladar. Il a joué 120 parties. Donc, c'est quand même impressionnant. Quand les Flames étaient une bonne équipe, il y avait une bonne fiche sans lui être très, très performant. Mais dans les 3 dernières saisons, comme on voit souvent avec les gardiens, il y a une progression au niveau des performances. Et l'année dernière, il y a eu quasiment de 57% de départ de qualité, ce qui est dans la moyenne et même peut-être un petit au-dessus. Et là, cette année, en 15 matchs, il a 12 départs de qualité, ce qui veut dire 80% de ses départs sont des départs de qualité. Il y a 10 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation. C'est très payant. Il a une excellente saison. Est-ce que c'est soutenable 80%? Non. Par contre, ça démontre quand même que c'est un gardien de but qui est capable de bien jouer. C'en est un que j'irais acheter, c'est-à-dire qu'il va avoir des départs. On va commencer à lui donner vraiment de plus en plus de départs. Quand on regarde là, en début de saison, c'était pas mal 1 pour 1 avec Ersson. On s'échangeait la tâche. Et depuis le début du mois de novembre, ben, c'est vraiment Vladar qui garde plus souvent les filets que Ersson. C'est vraiment lui qui est là le plus souvent. C'est aussi lui qui affronte les meilleures équipes pour le meilleur et pour le pire, évidemment, pour un pool d'hockey, mais il démontre qu'il est de plus en plus le gardien de but numéro 1 des Flyers. C'est pas une grosse équipe, les Flyers, mais il faut quand même bien qu'ils gagnent des matchs à certains endroits. Et Vladar semble être celui qu'on désigne avec raison par ses statistiques. Donc, c'est pas un gardien de but qui est sexy non plus. Not sexy. Je pense pas que la valeur d'un gars comme Vladar est super élevée. Il joue dans une équipe moyenne. Il a un nom moyen, mais il va faire du volume. Il risque d'être un numéro 1 de plus en plus identifié là, chez les Flyers. Ce serait mon premier joueur à aller acheter cette semaine ou bien aller rechercher sur un waiver wire. Il est sélectionné dans plus ou moins 50-60% des pools normalement. Donc,
il est peut-être disponible aussi d'un point de vue des agents libres, mais sinon, c'est un gardien de but qui est pas cher avec un beau surnom. Effectivement, puis tu l'as dit, tu sais, Philadelphie a commencé à s'améliorer un tout petit peu. Je pense que le changement d'entraîneur a fait du bien. Les joueurs cliquent. Tu sais, quand on dit que Christian Dvorak joue quand même très bien là-bas, puis qui pourrait bien servir avec les Canadiens comme deuxième centre, c'est beau dire. Ça veut vraiment dire que des joueurs même comme Owen Tippett qui a eu un petit trou de vague, un petit creux de vague. Joue quand même bien. Trevor Zegras aide beaucoup, donc Vladar récolte les fruits un peu de tous ces joueurs-là Absolument. qui collent très bien. Deuxième joueur à aller acheter, le joueur de centre numéro 1 chez les Flames de Calgary. C'est un joueur dont tu as mentionné à quelques reprises dans le podcast. Un certain Nazem Kadri que t'aimes toujours, on dirait, aujourd'hui, au point où aller l'acheter. Ben, écoute, l'échantillon de Kadri commence à être de plus en plus long pour dire que c'est un joueur qui semble ralentir dans une équipe qui est plus faible. Par contre, les Flames vont vraiment mieux. Ils ont commencé à gagner, bon, ils jouent à peu près pour 500 dans les 12-13 derniers matchs qu'ils ont eus. Donc, ils ont un début de saison catastrophique et tranquillement, ça se replace. Ils ne jouent pas comme une équipe qui devrait faire les séries, mais quand même. Et Kadri, en ce moment, a un pourcentage de tir à 5,4 %. On s'attend à ce qu'il y ait c'est une éclosion éventuellement d'un point de vue des tirs. Il tire à 3,4 fois par match. Là. Fait qu'il y a vraiment un gros volume. Écoute, je te cacherai pas qu'il y a beaucoup de temps de glace aussi, autant d'avantages numériques qu'à 5 contre 5. Donc, on le fait jouer vraiment beaucoup. Il est dans un rythme de 64 points. Si tu lui donnes, là, on va dire 2 fois plus de buts qu'il a en ce moment, qui serait une moyenne de 10,8 % des tirs, euh, ben, il y aurait un point par match. Il y aurait 26 points en 27 matchs. Fait que je pense que le gap est intéressant dans une équipe pour des équipes de poolers et qui cherchent des joueurs qui frôlent le point par match. Kadri en est un. Il est pas jeune, donc sa valeur n'est pas nécessairement archi élevée non plus. Puis dans une mauvaise équipe, ou une équipe très moyenne, donc moi, je vais dire mauvaise. Ils sont pas bons, les Flames. Ils sont vraiment pas bons, finalement. Donc, j'adore Kadri pour ça. C'est comme si, encore une fois, c'est une question de nom. Là. C'est un bon joueur dans une mauvaise équipe, fait qu'on va le laisser un peu de côté. J'irai acheter Kadri. Il n'est pas disponible vraiment dans les pools en général là, sur les waiver wire ou c'est pas un agent libre que vous pouvez aller chercher. Il est sélectionné, mais son pace est un petit peu plus bas. Ça pourrait refroidir certains autres poolers et serait plus ouvert à vous le transiger. Donc, Nazem Kadri, c'est mon deuxième acheteur. Je le dis depuis le début de l'année, ce gars-là va finir par frauder le point par match à la fin de la saison. Sinon, il va avoir des statistiques très, très irrégulières et puis il va avoir été malchanceux. Parce qu'en ce moment, c'est de la malchance qu'il a. Ouais, ben, il avait eu une séquence de 5 matchs sans points, suivie d'une séquence après ça de 10 points en 7 matchs. Il est dans cette séquence-là là, de 7 points en 10 matchs. Ce qui me fait un peu peur avec Kadri dans le marché des échanges, par contre, c'est que vu qu'en ce moment, il est tellement en feu, 3 matchs de 2 points, un match de 3 points, j'ai comme l'impression que le prix a un peu augmenté dernièrement par rapport à Nazem Ouais. Kadri à cause justement de ses bonnes performances. Fait que je pense que si vous voulez peut-être adresser un échange pour lui auprès d'un autre DG de votre pool de hockey, peut-être dire, hey, mais tu sais, son pace en ce moment est de 64 points, il est à 0,78 points par match. Peut-être aller jouer peut-être là-dessus, puis s'il vous mentionne qu'il va très bien en ce moment, ben mettez ça sur le back burner en attendant, puis peut-être Mais lorsqu'il c'est va ça. avoir 2-3 matchs pas de points, là, aller chercher le téléphone. Pour ton troisième joueur à aller acheter, un autre joueur qui est en feu en ce moment, en fait, avec 7 points en 5 matchs, un certain Suisse du côté des Devils du New Jersey, Timo Meyer. Oui, en fait, tu sais, bon, il était en feu, évidemment, quand j'ai fait ma préparation, il n'avait pas commencé à faire sa séquence de 7 points en 5 matchs. Par contre, le départ de Jack Hughes, autant on pensait que ça allait ouvrir un gars comme Nico Hischier, c'est vraiment Timo Meyer en ce moment qui en profite parce qu'il profite d'un endroit plus avantageux au sein de l'avantage numérique. Donc, j'aime beaucoup Meyer pour cette raison-là. Il a toujours joué beaucoup en avantage numérique, mais là, il s'est mis à marquer des points avantage numérique. Fait que la rondelle n'est pas toujours dirigée vers Jack Hughes, elle est redirigée vers les autres membres du quintet et c'est Timo Meyer qui en profite présentement. Je pense pas que son rythme est celui de 7 points en 5 matchs, mais en ce moment, il tourne à environ un rythme de 70 points et c'est probablement le rythme auquel on peut s'attendre. Je pense que il y a cet aspect-là de dire qu'on peut acheter un joueur en disant qu'il est juste en feu puis il va finir par ralentir alors qu'il ne ralentira peut-être pas tant que ça. Donc,
Meilleur, pour moi, c'est un joueur à aller chercher. Son rythme, il aurait pu faire partie du soutenable, insoutenable. J'ai un peu hésité dans le mettre dans quel épisode, mais c'est un joueur que j'irais acheter. Il va être, ça va se maintenir sur une plus longue séquence. Il y a comme l'aspect Jack Hughes autour, où est-ce que de dire que quand Jack Hughes va revenir, la valeur de meilleur va être réduite Exact. techniquement. Ben, Mais d'ici là, Jack Hughes est parti longtemps. Il y a quand même un train dans lequel on peut embarquer. Jack Hughes va aller, je suppose, aux Olympiques. Je suppose qu'il va on être suppose. sélectionné. Malgré son mauvais tournoi des 4 nations, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se blesser encore. Bref, Timo Meyer, pour moi, est un joueur que j'irai chercher. Toutes ces statistiques démontrent que son rythme de 70 points est soutenable et que ça serait un bon joueur à sélectionner. Ouais, effectivement, il est vraiment devenu meilleur Stop it. Get some help. depuis la blessure de Jack Hughes. C'est un gars qui frappe. Il a recommencé aussi à frapper environ à du 2 fois par match, donc pour des Il catégories, joue pour un pool plus de là, que les catégories saisons aussi, c'est excellent. il joue plus que la saison dernière. Tu sais, là, il joue près de 19 minutes par match. Les saisons passées, c'était plus autour de 18, 17 minutes 30. Fait que, tu sais, il y a quand même un gain en termes de minutes de glace là, qu'on lui donne. Il joue quand même avec des bons joueurs. Je ne veux pas Jasper Bratt, Nico Hischier sont là. Dawson Mercer a une excellente saison. Il y a quand même du talent encore du côté des Devils à l'attaque. Puis à la défense, Nemec a décidé qu'il commençait à faire honneur à son statut de deuxième choix au total. On parle de Luke Hughes, Doug Hamilton qui est dans une énorme léthargie, mais décide d'ignorer le fait que c'est un bon joueur offensif. Fait qu'il y a quand même encore des munitions du point de vue des Devils qui nous permettent de croire que ça va continuer. Ils vont continuer à avoir une équipe qui est offensivement dominante. Fait que je pense que le départ de Jack Hughes va avoir un impact aussi négatif que celui d'un joueur étoile dans une autre équipe, par exemple. Fait que tu t'enlèves McKinnon à l'Avalanche du Colorado, ça a un impact direct sur Lekonen et Nekash. T'enlèves Jack Hughes avec les Devils, ça aide, ça aide au contraire les autres joueurs de l'équipe à faire plus de points. Ironique, mais c'est ce genre d'équipe-là des Devils. Tant mieux, une belle profondeur. Et sinon, pour terminer le marché des acheteurs, tu nous conseilles d'aller chercher un choix de première ronde. Pourquoi un choix de première ronde? You traded away your first round draft pick? Est-ce que c'est pour Gavin McKenna ou pour une autre recrue que tu penses qui va rentrer dans la Ligue nationale l'année prochaine? C'est pas pour une recrue en particulier, mais là, le fameux débat de Gavin McKenna est un peu ébarouetté. Là. On a commencé à le voir descendre, il est plus premier sur certaines listes. On est passé d'être un joueur générationnel à être deuxième. Là. Je trouve que c'est un gap en 20 matchs qui est un peu exagéré. Un peu exagéré, là, ouais, Euh, vraiment. Beaucoup exagéré. Là. Puis il y a quand même d'autres bonnes recrues dans le repêchage. Je pense que c'est le temps des fois de faire un move pour aller chercher un choix de première ronde. Je sais pas, généralement, il y a des loteries là, dans les différents pools. Parfois, il n'y en a pas. Mais de faire ce move-là, d'aller chercher les choix de première ronde, si vous êtes dans une position de le faire, c'est le moment. La valeur de McKenna est comme à son plus bas. Est-ce qu'il va être un joueur générationnel? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que le choix de première ronde, il n'a jamais valu aussi peu. Et McKenna, en tout cas, à moins que je me trompe, je serais bien surpris que ça devienne un joueur marginal aussi. Donc, c'est comme la baisse de valeur fait dire, là, est-ce qu'il va devenir, nonobstant son talent, un Slavkovski, par exemple, en termes de production de points, ou un Lafrenière ou autre. Tu sais, c'est quand même passé d'un gars qui était générationnel il y a 2 jours. On est rendu en début décembre. Il y a littéralement 2 mois et demi, on pensait que ce joueur-là allait devenir un Connor McDavid. Il y a quand même une marge d'erreur. Là, il y a une marge d'erreur on a peut-être un peu over-corrigé. On va le voir au championnat mondial junior. S'il domine, ben là, c'est impossible que personne n'échange ses premiers choix. Fait qu'il y a comme une fenêtre d'opportunité de peut-être 3 semaines pour aller chercher des choix de première ronde. Il y a peut-être une perception qui a changé. Du moins, dans un de mes pools, les perceptions ont changé. Parce que, dans les discussions pour aller chercher des choix de première ronde, les gens sont plus ouverts parce que justement, peut-être que McKenna n'est pas la vedette qu'il va devenir. En tous les cas, avoir des choix de première ronde, c'est jamais négatif, mais la valeur est descendue. J'irais tenter d'acquérir ce genre de choix-là avant le mondial junior. Tu as tout à fait raison, effectivement. C'est là que le mondial junior, que la valeur de plusieurs de ces joueurs va commencer à remonter. Donc, c'est effectivement un excellent moment pour aller acheter. Tu as Stenberg aussi en Suède là, qui va peut-être avoir un tournoi du tonnerre, puis on va se dire, qui de McKenna Stenberg va être le premier choix au total? Puis là, un peu à la Eichel McDavid de l'époque. C'est ça, Eichel McDavid. Tu sais, ça va take, devenir es-tu en train de dire que Stenberg puis McKenna, ça va être un Eichel McDavid dans le futur?
Are you sure about that? En tout cas, on verra bien, mais... Il n'y avait pas un grand débat entre Eichel et McDavid à l'époque. On disait qu'Eichel était un très, très bon joueur, puis McDavid générationnel, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Je dis pas que McKinnon, je suis pas un spécialiste là, des recrues ou des jeunes espoirs. Tout ce que je sais, c'est que il y a quand même 2 très, très bons choix dans les choix 1 et 2. Même on peut aller à 3 avec Verhoff, là, si on veut rajouter un défenseur, même si offensivement, c'est peut-être pas sa plus grande qualité. Il y a des premiers choix qui peuvent s'échanger en ce moment, qui étaient intouchables en septembre. Ça serait sur mon marché des acheteurs pour le mois de décembre jusqu'au mondial. Et c'est ce qui met fin à notre marché des acheteurs. Passons maintenant au marché des vendeurs. Premier joueur sur le marché des vendeurs, on pense tout de suite à Mike Matheson et c'est pour ça que j'arbore fièrement mon chandail des Canadiens parce qu'on reste quand même un peu des partisans des Canadiens, toi et moi. I see that you're a Montreal Canadiens fan. Mike Matheson, définitivement à aller vendre parce qu'il surperforme vraiment beaucoup. On aurait pu en parler dans le soutenable, insoutenable aussi parce que ses performances en ce moment sont très bonnes, mais selon nous, un peu insoutenables. En fait, tous ces indicateurs qui nous indiquent si un joueur est offensif ou non sont vraiment trop bas par rapport à ses performances de points. C'est un petit peu le même élément avec Noah Dobson, mais dans le cas de Matheson, tant que moi, c'est encore pire. Il tire à 1,2 fois par match, qui est son pire rendement en carrière. Il a commencé en 2015-2016, Matheson a joué dans la Ligue nationale. Ça fait 10 ans. C'est son pire nombre de tirs par match. Il y a un pourcentage de tirs qui frôle le 14%. Donc, encore une fois, c'est insoutenable. C'est plus haut que Cale Makar, là, juste pour vous donner une idée. Là, c'est plus haut que Cale Makar puis que Jacob Chychrun qu'on a parlé au dernier épisode. Fait que clairement, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Là. Ça continuera pas comme ça. Il joue beaucoup, on va se le dire. Il joue quasiment 25 minutes par match. Donc, il y a des bonnes minutes, mais aucun avantage numérique. Seulement 6% d'avantage numérique du Canadien. Matheson se retrouve dessus. C'est une moyenne de 17 secondes par match. C'est pas vraiment avec ça. Dans le fond, il vient combler un changement quand il reste 3-4 secondes à la fin d'un avantage numérique. Exact. Ensuite, quand tu vas un petit peu plus loin, son nombre d'assists secondaires, son nombre de passes secondaires, on parle de 64%. C'est un petit peu élevé. Et il ne commence que 39% du temps en zone offensive. Fait qu'il commence la majorité de ses mises en jeu en zone défensive ou en zone neutre. Et finalement, le pourcentage de tir de ses coéquipiers lorsqu'il est sur la patinoire à 5 contre 5 est de 14,4%. Normalement, on tourne aux alentours d'un 8-9% peut-être dans ce genre de statistiques-là. C'est-à-dire que ses partenaires de trio, mais ses partenaires de jeu, le premier trio du Canadien, un genre de Caulfield, de Suzuki et autres, marquent plus souvent qu'ils ne le devraient sur leur lancée, ce qui fait que Matheson a plus de chances d'aller chercher des passes à ce niveau-là. Donc, tu sais, il ne lance pas assez, pourcentage de tir trop élevé, pourcentage de passes secondaires un peu trop élevé, des coéquipiers qui sont un petit peu trop chanceux quand il est là. À un moment donné, ça fait vraiment beaucoup d'indicateurs qui disent qu'il va ralentir. Il y a beaucoup de temps de jeu, donc il ne va pas ralentir à 100%. Il ne va pas arrêter de faire des points dans une saison. Il ne va pas venir avec 12 points. Mais c'est le temps de le vendre. C'est là qu'il est à son sommet. Caden Goulet va revenir aussi éventuellement au jeu, qui va peut-être lui réduire un peu ses minutes en zone en général. Il va peut-être jouer un petit peu moins grâce à Goulet. On s'entend que quand Struble et Jacky sont sur la glace, il joue un petit peu plus. Puis quand on regarde son game log, il joue un petit peu plus depuis que Goulet est blessé. On parle au lieu de tomber à du 23-24 minutes, on est dans du 25-26. Donc, tu sais, c'est tous des indicateurs qui, à un moment donné... Parfois même 28, 29, mais tu sais... Mais il joue avec un Dobson aussi. Je pense que ce qui l'aide... Qui lui aussi surperforme. Je veux dire, Dobson aussi surperforme. On en a parlé la semaine dernière. Fait qu'à un moment donné, il en profite. Fait que non, malheureusement, Matheson, moi, je le vendrais tout de suite. Il y a 15 points en 24 matchs. C'est sûr que je le vendrais, mais je pense qu'il va rester quand même relevant dans un pool de hockey, mais pas au point où il en est en ce moment. Ben, trentaine. Je pense que t'es dur quand même pour une trentaine l'année dernière. Je pense qu'avec un joueur comme Noah Dobson, par contre, ça va l'aider. Puis avec toutes les minutes qu'on va continuer de lui donner, même avec le retour de Caden Goulet, parce qu'il va peut-être se reblesser encore. Tu peux pas avoir Hudson à 65, Dobson à 55, puis Madison à 45. Je veux dire, il n'y a aucune équipe 40, dans la Ligue nationale. Mais pas à un 30. C'est juste ça que je veux dire. Je pense qu'il va quand même rester relevant à un 40, selon moi. Mais pas un 50 comme il est parti en ce moment. Donc oui, il faut aller le vendre, tout à fait. Je pense juste qu'il faut quand même garder dans la tête que c'est un joueur qui est clairement capable d'aller chercher des points. Puis oui, effectivement, ça se peut d'avoir 3 joueurs qui sont quand même dans le 40, 50 et peut-être même plus pour Lane Hutson vers un 70 et plus. Mais non, moi je pense il pourrait avoir juste un but cette année au lieu d'avoir 4, puis ça ferait le travail. Il y a des passes de trop. Honnêtement, moi, je pense que c'est un gars de 30, maximum 35 points. Dépendamment des blessures, évidemment, s'il y a des blessés, il va aller chercher des points parce qu'on va lui donner un meilleur déploiement.
Mais je pense que c'est Dobson qui va chercher les points sur ce duo-là, puis c'est Hudson qui va aller chercher les points d'avantage numérique. Fait que je pense que j'ai jamais vu une équipe qui avait un défenseur qui frôlait le 70 points, un autre qui frôlait le 60, puis un autre qui faisait 40. J'en ai pas vu. Fait que si tu en as une, tu peux me le sortir, mais j'en ai jamais vu. Donc, Je vais ça te arrivera pas revenir, d'autre je vais te revenir là-dessus la semaine prochaine avec grand plaisir. Je vais faire mes petites des recherches. trios de défenseurs qui font tous plus qu'un point aux 2 matchs, puis dont un, on a 2 défenseurs qui ont des déploiements de défenseurs numéro 1. Tu prends les Stars de Dallas, c'est Ice Cannon ou Harley qui va chercher le gros de la part de gâteau. Le Canadien ne sera pas différent. Il y a un maximum de minutes offensives que tu peux donner dans un match. Matheson, il commence trop souvent en zone défensive. Ça va juste le rattraper. D'accord, pas de problème. On peut passer maintenant au prochain joueur à aller vendre que tu nous recommandes avec Jake, le voisin Neighbors, What's up, neighbors? qui lui est revenu de blessure 2 points à ses 6 derniers matchs. Évidemment, les Blues vont pas très bien non plus. On peut se ressaisir. On en a parlé avec Jordan Kyrou dans le dernier épisode. Mais selon toi, ce serait quand même le bon moment pour aller vendre Jake Neighbors. En fait, je trouve que la narrative est bien. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a 23 ans, bientôt 24. Une croissance assez constante d'année en année en termes de pacing. Présentement, c'est probablement la seule lueur qu'il y a chez les Blues. Et Jake Neighbors a juste un pourcentage de tir au-delà du 30 Il est à 33,3 c'est-à-dire qu'il y a un tir sur 3 qu'il effectue rentre. Mais je trouve que la narrative autour de Neighbors est intéressante, de dire qu'il a quand même un déploiement intéressant, il joue en avantage numérique. Kyrou va pas bien, Buchnevich va pas bien, Thomas va de mieux en mieux, mais Holloway va pas bien. Donc, on donne la chance à Neighbors de jouer avec ces gars-là. C'est pas un dump, évidemment, c'est pas un joueur à aller chercher, c'est vraiment un joueur à vendre. Il va ralentir d'un point de vue des buts, ça c'est certain. Puis c'est pas un joueur qui était reconnu comme étant un producteur, qui allait devenir un producteur de points extraordinaire. Est-ce qu'il peut faire 45-50 points une fois de temps en temps dans sa carrière? Oui, là. Mais au-delà de ça, il est devancé dans la hiérarchie chez les Blues par d'autres joueurs beaucoup plus offensifs que lui. Donc, pour moi, je trouve que la narrative est belle pour échanger Jake Neighbors actuellement. Un jeune joueur qui a une belle performance dans une équipe qui va pas bien, ça se vend bien. Puis, je crois pas qu'il a le potentiel d'aller vraiment au-delà. Des jeunes joueurs, là, faut que tu vendes évidemment, faut que tu vendes de l'espoir, faut que tu vendes le potentiel. Puis moi, je crois pas que Jake Neighbors a le potentiel de faire plus que ce qu'il fait en ce moment. Donc, j'irais l'échanger pour un joueur qui a soit un plafond plus élevé, donc un jeune avec un meilleur plafond, ou encore un vétéran qui fait déjà plus que lui. Ou peut-être des choix au repêchage aussi, ça peut être un bon complément, peut-être Absolument. dans un de vos échanges. Et le troisième joueur à aller vendre, c'est le meilleur marqueur de la Ligue nationale par match. Donc, Mark Stone, qui est à 1,78 points par match, 16 en 9 depuis. Il est maintenant de retour, évidemment, de blessure. Je pense que c'est assez évident pourquoi il faut aller, pourquoi il faut aller le vendre, parce que il est vraiment, vraiment dominant, mais de manière insoutenable avec les Golden Knights de Vegas. Ça reste un excellent joueur, je pense, mais pas à ce niveau-là. À dire que Nathan McKinnon, qui est numéro 1 dans la Ligue, pour vrai, au niveau des points, est à 1,76, donc en deçà de Mark Stone, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour aller vendre le chevalier doré de Vegas. Oui, surtout que l'ensemble de ses stats sont très, très, excusez l'expression, sont boostés. Là, il y a un faible échantillon. Il a joué 9 matchs seulement. C'est un joueur qui est littéralement continuellement blessé, mais il n'a jamais tiré autant dans sa carrière. C'est un joueur qui est vieillissant. On s'entend, Mark Stone, c'est un joueur qui a 33 ans et qui traîne un piano sur ses épaules, ce qui fait probablement qu'il est blessé continuellement. Il a jamais tiré autant. Son nombre de passes secondaires est très bas. Aussi, tu dis, il y a peut-être un potentiel d'aller chercher plus. Tu sais, ses coéquipiers tirent un nombre de tirs par match un nombre de buts, pardon, un petit peu trop élevé à 12,1 %. Donc, c'est un petit peu trop élevé, ça aussi. Mais son rôle a un peu changé. Tu sais, il commence 51% de son temps en zone offensive chez Vegas. L'année dernière, il était plus aux alentours de 60. Il a toujours été aux alentours de 55-60. Là, il est plus tout proche de 50. On a amené Marner, évidemment, pour générer de l'attaque aussi. Thomas Hertel a une excellente saison. On a Dorofeyev, on a Barbachev, on a Brandon Bowman qui vient d'arriver, finalement. Petit clin d'œil ici, mais je pense juste que Stone, il y a comme il y a un potentiel qui continue à bien performer quelques matchs encore. Fait que vous avez peut-être une semaine encore pour le vendre, là, mais éventuellement, il va ralentir. C'est inévitable. Est-ce qu'il peut faire encore un point par match? Oui. Oui. Absolument, là, absolument. Mais de dire qu'il va finir avec un pace de 146 points, ça, c'est sûr que c'est non.
Mais il y a comme un espoir de dire il va peut-être faire sa meilleure saison en carrière cette année parce qu'il joue avec Marner, Eichel, Hertel, Theodore, ils sont tous encore là. Personne n'est blessé encore dans cette gang-là. Donc, Ah non, vendre, effectivement, tu l'as dit, vendre peut-être. tu sais, avec tous ces joueurs-là, surtout en avantage numérique, c'est un avantage numérique qui est dévastateur. Lui qui revient, je pense que le fait qu'il tire autant cette saison, c'est qu'il est maintenant très bien accompagné. Il est maintenant, c'est peut-être le moment le daily reminder, de daily face-off pour parler de la ligne avec laquelle il joue en ce moment. Il joue avec Mitch Marner, mais aussi Brett Howden. Je sais que Carlson ne joue pas en ce moment parce qu'il est blessé, mais quand même, de ne pas avoir mis Thomas Hertl avec eux, je trouve ça un peu bizarre, mais quand même, je pense qu'on lui donne quand même assez de minutes et surtout en power play, puis c'est là qu'il va aller chercher le plus de ses points. Donc, vraiment, là, tu l'as dit, excellent moment pour aller échanger Mark Stone pendant qu'il est de retour, mais qu'il joue bien depuis son retour. Donc, allez en profiter. Et dernier joueur à aller vendre, c'est évidemment le grand camarade, le plus grand des camarades, Alex Ovechkin, the great camarade. Qui lui est Le star. effectivement c'est Alex the Great Camarade Ovechkin, son nouveau surnom. Mais qui lui aussi joue très bien en ce moment Ouais. depuis que Washington s'est replacé un tout petit peu. Donc, excellent moment, évidemment, d'aller en vente. Puis on en avait parlé, je crois, en début de saison sur le podcast d'Alex Ovechkin pour ses performances parce que ça allait pas être très soutenable. Évidemment, je pense que c'est un bon moment pour aller les changer. Ouais, en fait, son pourcentage de tir est vraiment élevé. Ovechkin est à 18,2 %. L'année dernière, il est à 18,6 %, qui est encore plus élevé. Un peu de chance, probablement. Une coupe de filet désert, ça vient toujours aider. Par contre, en carrière, puis je pense qu'Ovechkin, son échantillon est quand même pas pire, là, au nombre de tirs qu'il fait dans une saison. Il est à 13,3 %. Fait que, il est un petit peu au-dessus de sa tête. Il devrait avoir peut-être 2 ou 3 buts de moins, ce qui lui ramènerait plus à une saison de 22 points en 26 matchs. Ensuite, il commence 85 % de ses mises en jeu en zone offensive. 85, c'est énorme. C'est évidemment son plus haut total en carrière. Il y a aussi beaucoup de matchs où il fait plusieurs points. Là. Il y a beaucoup de matchs à 2 points ou même à 4 là, contre le Canadien, justement. Et beaucoup de matchs où il fait absolument rien. Donc, dans des matchs où est-ce que c'est peut-être plus serré, dans des équipes contre des équipes un peu plus dominantes, il va vraiment plus s'effacer, tandis que contre des équipes un peu plus faibles ou qui l'ont pas ce soir-là, il va bien performer. À un moment donné, c'est pas soutenable d'avoir 6 matchs de 2 points puis 6 matchs pas de points tout de suite après. C'est pas c'est plus rare que ça va subsister sur une saison complète. Donc, je crois qu'il va avoir un certain ralentissement. Son temps de jeu aussi est très variable selon le nombre d'avantages numériques qu'il va y avoir du côté des Caps. Fait que, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont hors de son contrôle. Et dernier élément, c'est qu'à 5 contre 5, encore une fois, ses coéquipiers marquent sur 16 % de leurs tirs, ce qui est 2 fois plus que ce que ça devrait être. Évidemment, les buts à Ovechkin comptent là-dedans. Fait que c'est sûr que ça vient les gonfler. Il devrait avoir peut-être 4-5 buts de moins, 4 % de moins, mettons. On lui ferait perdre peut-être 2 passes. Fait qu'il y aurait comme un impact il y a 2 buts, 2 passes de trop. Mais ça devient plus un gars de 20 points en 26 matchs. Donc, peut-être plus 65, 70 points qu'un gars de 80, 85 points. Par contre, ses passes secondaires sont à 7,7 %, tu sais, fait que c'est quand même aussi un indicateur. C'est 7,7, c'est très, très, très bas. Même à la limite, il pourrait en récolter un petit peu plus de ce côté-là aussi. Il tire moins, tu l'as dit, mais il tire mieux. Je sais pas, je trouve qu'il y a un Je sais contexte pas quand s'il même tire qui... mieux. Ben, ça rend. Il tire moins, mais ça rentre plus souvent. On le sait que c'est un excellent marqueur. Oui, il est plus vieux et on va l'utiliser à meilleur escient. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé. By the way, là, tu parlais des départs en zone offensive. À partir de l'année COVID, il était toujours à 55-ish, dans les cinquantaines de pourcents de départs en zone adverse. Et Il a depuis la vieilli. pandémie, c'est 72. Ouais, mais c'est juste drôle, je dirais. Depuis la pandémie, c'est comme là. 2020, 2021, à partir de là, c'est Il a eu 72, 74 et il a eu 80. 35 ans. Il a eu Ben, 35 ans. Au fond, on lui a c'est demandé quand même un d'arrêter gros de gap. C'est juste ça que transporter. je veux dire. Non, mais c'est juste Ouais. que c'est un gros gap. Puis on l'utilise, je pense, juste plus à meilleur escient. 7,7 par contre, au niveau des passes secondaires. Il pourrait aller en chercher un peu plus là-dessus et être un peu plus équilibré dans ses points. Comme tu disais, avoir moins de buts, mais plus de passes. Je sais pas. Mais Je pense que... il reste pour un gars qui est un marqueur de 900 buts.
le seul marqueur de 900 buts dans la ligue, d'aller chercher 18,2% de pourcentage de tir, alors qu'en carrière, il est plus aux alentours de 13. Je trouve que c'est vraiment un gros jump. Tu dis qu'il lance moins, encore plus, c'est encore plus inquiétant, parce que quand tu as du volume, au moins tu vas. Donc, s'il joue moins, qu'il transporte moins la rondelle, je pense qu'il va y avoir un ralentissement, puis je le vendrai. En fait, c'est que c'est impossible qu'il soit meilleur que ce qu'il est en ce moment. C'est surtout aussi dans que... le pire des cas, vous vendez un gars qui va faire 75-80 points, mais il ne peut pas faire plus. Il est maxé là, en termes de valeur. Là. Ovechkin ne peut pas valoir plus qu'aujourd'hui. Fait que, dans cette perspective-là, moi, je me dis, je vais le vendre, le joueur, à son maximum de valeur. Tu sais, c'est un buy low, sell high. Tout à fait. Tu vends au plus cher d'Ovechkin, il ne va pas valoir plus cher dans 2 mois. Sa valeur ne peut que déprécier. Il y a quand même 0,19 points en power play, ce qui est très, très, très bas comparé à sa moyenne en carrière aussi. Fait qu'il peut aller peut-être un petit peu mieux jouer aussi en power play. Les Capitals, en général, il perd des buts, j'imagine, à Chychrun. Exact, c'est ça qui lui fait mal. Mais en tous les cas, tu l'as dit, buy low, sell high, c'est le meilleur moment pour Alex Ovechkin. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que c'est un bon moment d'aller échanger Alex Ovechkin? Est-ce qu'on devrait garder Mike Matheson dans notre équipe? Allez nous écrire en commentaire, en DM sur nos pages TikTok, Instagram et YouTube. Allez vous abonner, nous écrire, vous proposer vos échanges. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et on espère qu'on va vous aider à gagner votre pool cette année. Salut les poolers!